Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc les deux textes qui sont en cours de débat auprès de l'Assemblée nationale, qui sont donc le projet de loi de finances 2025 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christophe Delambert, je suis dirigeant du cabinet Récit et mon expert comptable. Euh, euh, un petit rappel sur le cabinet Récit. Donc, le cabinet Récit est un regroupement de plusieurs cabinets d'expertise comptable. Le plus ancien d'entre eux date de 1965, donc il a quelques années. Aujourd'hui, donc on gère un peu plus de, on est plutôt à 1500 clients aujourd'hui, un peu plus d'une centaine de collaborateurs et nous sommes installés essentiellement dans l'Essonne, dans les Yvelines et sur Paris. Voilà, nos expertises métiers au niveau du cabinet aujourd'hui, donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats en droit des affaires et en droit social. Et on a développé un certain nombre de métiers connexes autour des besoins que l'on estime les plus fréquents de nos clients qui sont dirigeants d'entreprise, donc que ce soit sur la partie ressources humaines, sur la gestion de patrimoine, la recherche de financement, l'assurance. Et nous avons des pôles spécialisés comme étant l'entreprise innovante, le secteur des bénéfices non commerciaux, donc toutes les professions libérales, et également l'immobilier. En préambule, et je vais passer un peu de temps sur ce sujet, on va rappeler quelques éléments de contexte. Donc aujourd'hui, et vous n'êtes pas sans savoir, parce que je crois que lorsque l'on allume la radio, ou la télé, il est assez présent le sujet de ce projet de loi de finances qui est aujourd'hui en débat. Et donc, que je vous rappelle un petit peu le processus. Un projet de loi de finances est donc un texte qui est présenté en Conseil des ministres en règle générale au courant du mois de septembre, et qui est ensuite transmis au Parlement, donc Assemblée nationale dans un premier temps et Sénat dans un second temps. Et ce projet de loi de finances subit l'examen d'un certain nombre d'amendements. Ça n'est qu'à l'issue de l'examen des amendements qu'un vote est proposé en fin d'année. En règle générale, c'est plutôt sur la fin du mois de décembre, enfin entre le milieu et la fin du mois de décembre, parce qu'il y a des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat pour pouvoir voter définitivement le texte. Alors, ça fait quand même quelques années que nous avons un peu de stabilité politique, puisque depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a eu des gouvernements assez stables. Et donc, qui dit gouvernement assez stable, on a également des lois de finances qui, hormis la première année de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on a eu finalement des lois de finances assez pauvres. Assez pauvres en réformes, puisque l'essentiel des réformes avait été faites lors de la première loi de finances qui avait suivi l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu quelques remous politiques sur l'année 2024. Et également, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aujourd'hui une absence totale de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, on s'est retrouvé à la fin de l'été avec enfin, en tout cas, oui, on va dire à la fin de l'été, on s'est retrouvé avec un nouveau gouvernement qui n'a pas de majorité et qui est contrainte, malgré tout, de proposer une loi de finances pour l'année 2025. Et donc, c'est un exercice qui est délicat, sur lequel il n'y a évidemment aucune assurance que ce projet de loi de finances soit voté. Et donc, il faut être attentif aujourd'hui, puisque l'examen du projet de loi de finances a démarré lundi, qui a, en tout cas, dès lundi, il y avait à peu près 3800 amendements.
Sachant, pour vous donner un ordre d'idée, que mercredi de cette semaine, sur le temps de la matinée, il a été examiné 4 amendements. Donc, imaginez que le projet de loi de finances l'examen doit être terminé mardi prochain. Il est évident qu'il y a un certain nombre d'amendements qui sont proposés évidemment de tous bords, qui ne seront pas étudiés. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ont suivi l'actualité, dès hier, certains groupes parlementaires ont décidé de supprimer une partie de leurs amendements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il va falloir prendre ce projet de loi avec des pincettes. En fait, on a plusieurs hypothèses. Soit ce projet de loi, tous les amendements, en tout cas, sont étudiés, votés ou rejetés, et ça nous permettra de construire un projet de loi présentable et votable à l'Assemblée nationale. C'est une hypothèse assez peu probable parce qu'on a quand même une majorité très fragile. Et donc, il est peu probable que même avec les amendements votés, il y ait une majorité. Ça, c'est la première des hypothèses. La deuxième des hypothèses, c'est qu'on n'arrive pas à étudier tous les amendements. Et là, pour le coup, on peut le dire, il n'y aura évidemment aucune possibilité d'obtenir une majorité, puisque les amendements non étudiés, forcément, vont inciter les députés qui les auront proposés à ne pas voter, puisqu'on n'a pas étudié leurs propres amendements. La troisième hypothèse qui pointe le bout de son nez et qui est confirmée depuis mercredi, donc avant-hier, parce que le Premier ministre a obtenu de la part du Conseil des ministres son autorisation d'utiliser le 49.3. Sachant que le 49.3 sera vraisemblablement, en tout cas, je veux bien prendre le risque d'étudier cette possibilité, il sera vraisemblablement utilisé, sachant qu'il peut avoir deux formes. Soit le 49.3, c'est un 49.3 ardoise magique, je reprends une expression qui avait déjà été utilisée par le passé, ça veut dire que sera voté le projet de loi tel que je vais vous le présenter aujourd'hui. Soit, et selon moi c'est plus probable, parce que d'un point de vue politique, ce sera plus accepté. Certains des amendements qui ont été étudiés cette semaine et votés par l'Assemblée nationale seront retenus et on fera un 49.3 sur un texte qui sera le projet de loi que je vais vous présenter aujourd'hui et les amendements qui auront été acceptés entre-temps. Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, mais voilà, il peut se passer quand même pas mal de choses. Je sais que l'Assemblée travaille ce week-end et jusqu'à mardi, le jour du vote. Donc, le vrai point d'attention aujourd'hui qu'il faut garder en tête, c'est qu'il s'agit d'un projet. Ça ne veut pas dire que ce sera le texte définitif, mais au moins, ça donne une tendance. Et cette tendance, on va pouvoir la résumer par quelques mesures, j'allais dire essentiellement des mesures techniques ou des mesures symboliques. Les mesures symboliques, c'est, vous en avez entendu parler, on va dire une taxation des revenus plutôt élevée et quelques mesures techniques sur lesquelles on reviendra à la fois dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est parti, on démarre, on va essayer, alors je vais passer assez rapidement sur un certain nombre de points, volontairement, de manière à ne pas couper l'heure de votre déjeuner et parce qu'il ne faut pas être trop technique sur ce genre de présentation. Voilà, donc j'ai résumé ici les principaux éléments du projet de loi de finances. La première, donc, c'est des mesures symboliques, ça fait partie des mesures symboliques. C'est le rehaussement du taux d'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui font un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de clients concernés autour de cette table, mais c'est une mesure symbolique voilà, qui nécessite d'être soulevée. Alors, elle a politiquement, on verra ce qu'elle peut rapporter au budget de l'État, mais en tout cas, politiquement, elle a un effet de justice sociale, je vais l'appeler comme ça, et puis elle peut avoir un effet un peu de risque, qui soit ce qu'on peut supposer d'entreprises qui ne souhaitent pas investir en France puisque la fiscalité change. Il faut savoir que le monde économique
est très sensible aux instabilités fiscales. Donc, dès que la fiscalité change, en général, on a, par effet de ricochet, on a beaucoup de fuites de capitaux, ou en tout cas, on n'attire plus les capitaux comme on les avait attirés les années d'avant. Donc, une contribution complémentaire d'environ 20%, enfin 20% de l'IS. Aujourd'hui, on a un IS à 25. Si on rajoute 20% d'IS, ça nous fait un IS un petit peu plus de 30%. Et pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards, donc la contribution serait doublée. Donc, une majoration de 41% du montant d'IS, ce qui ramènerait l'IS à 35%. Voilà, ce n'est pas neutre, hein. Passer de 25 à 35 pour certaines entreprises, ça peut faire la différence. Voilà. Et cette contribution qui est exceptionnelle et temporaire, avec tous les guillemets que l'on peut imaginer dans le exceptionnel et temporaire, serait réduite l'année suivante. L'idée, vous l'avez compris, c'est de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État parce qu'on a un déficit colossal à combler. Deuxième mesure symbolique qui touche également cette fois-ci les entreprises qui font un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est la taxation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, de rachat d'actions. Parce que les entreprises font parfois des rachats d'actions, ça permet de sortir des minoritaires. D'accord. Et donc, voilà, à partir de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, pour les entreprises qui réaliseraient des opérations à compter de la présentation du projet de loi, c'est-à-dire le 10 octobre, on aurait du rachat d'actions. Voilà pour cette partie-là. Alors, peu d'entreprises concernées sur les deux premiers points. Ce troisième point est plus général. Suppression progressive de la CVAE. Donc, la CVAE est une taxe contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est une composante de la CET, la contribution, voilà, la contribution exceptionnelle territoriale, je crois. Non, oui, quelque chose comme ça. C'est l'ancienne taxe professionnelle. Pour ceux qui se rappellent, il y a plusieurs années, ça s'appelait la taxe professionnelle et maintenant, ça s'appelle CFE plus CVAE. Donc, la CVAE était une taxe c'était un impôt de production, comme on l'appelait. Et comme Emmanuel Macron était contre les impôts de production parce qu'il estimait qu'ils étaient injustes et confiscatoires, avait décidé de supprimer la CVAE. Il l'avait décidé dès son premier mandat, sauf que le Covid est passé par là et la suppression progressive de la CVE avait été stoppée et décalée. Et donc là, elle vient d'être redécalée une nouvelle fois, puisqu'elle devait donc s'arrêter en 2027, et donc elle va être décalée pour s'arrêter définitivement en 2030. Autant vous dire, et ça c'est de mon point de vue, qu'en 2030, il n'est pas improbable qu'on n'ait plus Emmanuel Macron ni un gouvernement de droite aux manettes, et donc évidemment tout ceci a le temps de changer. Donc la CVAE avait déjà été diminuée de moitié depuis son instauration, et donc là, de 2025 à 2027, elle serait maintenue à son actuel, qui est un taux progressif, dont le maximum est de 0,28%. D'accord. Et il serait réduit donc à 0,19% en 2028, 0,09% en 2029 et une suppression totale en 2030. Maintenant, en 2027, il y a des nouvelles élections, s'il n'y en a pas avant, et donc il n'est pas improbable qu'il y ait encore des changements sur cette CVAE qui est une taxe qui a un périmètre d'action relativement large au sein des entreprises françaises, puisque beaucoup d'entreprises sont soumises à la CVAE. Alors, je passe sur cette mesure qui est purement technique. Les BSPCE, qui sont les bons de souscription de part des créateurs d'entreprises, c'est une sous-catégorie des stock options, qui était donc voilà, un élément qui permettait à des créateurs d'entreprises d'avoir des options d'achat et création future de parts sociales dans l'entreprise. Donc, évidemment, c'était des bons qui permettaient de souscrire à des parts à des tarifs très préférentiels. Les bénéficiaires des BSPCE avaient pour coutume, et ça se voyait
plutôt dans les startups, avaient pour coutume de placer les BSPCE dans des PEA. Donc là, ce ne sera plus possible parce que ça a été inscrit dans la puissance. Les BSPCE placés dans un PEA permettaient une exonération assez forte en cas de plus-value. Voilà. Donc ça n'est plus possible. C'était un peu un effet d'aubaine et ça ne sera plus possible a priori à partir de 2025 si la loi est votée en l'état. Voilà pour la partie BSPCE. Parlons dorénavant de la mesure un peu phare qui est à la fois symbolique et impactante de la CDHR. Alors, je vous invite à retenir ce terme-là parce qu'il va revenir, d'autant plus, parce que je vous l'annonce, c'est que si le projet de loi de finances est voté en l'état, cette mesure ne va durer que 2 ans. En revanche, un amendement a été voté par l'Assemblée nationale qui entérine une pérennisation du système. Ça veut dire que la CDHR est probablement quelque chose qui va durer dans le temps. En quoi ça consiste? Ça consiste à taxer des revenus de contribuables ou de foyers fiscaux relativement élevés. Donc, voilà, on estime que ça va toucher à peu près 0,3% des foyers fiscaux en France. Et ce seraient les foyers fiscaux qui ont un revenu supérieur à 250 000 euros pour un célibataire et à 500 000 euros pour un couple. Alors, vous allez me dire, voilà, c'est probablement un épiphénomène où je ne suis pas concerné. Là, il va quand même falloir se méfier à le je ne suis pas concerné, parce qu'une partie d'entre vous sont des dirigeants d'entreprise, et il faut savoir qu'il peut vous arriver d'avoir dans votre vie l'occasion de vendre votre entreprise, et auquel cas, bah, vous aurez un revenu l'année de la vente probablement supérieur à cette, euh, à cette limite. Donc, ça n'est pas rien, il faut y être attentif, même si vous verrez, il y a quand même quelques mesures de tempérance. Pour autant, ce n'est pas neutre. Et 250 000 euros, c'est un revenu forcément très confortable, mais on verra que ça ne touche essentiellement des revenus autres que des revenus salariaux qui, eux, sont déjà soumis à un impôt supérieur à 20%. Donc, l'idée est la suivante. L'on souhaite que les foyers qui ont un revenu supérieur à 250 ou 500 000 euros payent un impôt minimum de 20%. Alors vous allez me dire, avec une avec le barème des tranches d'imposition aujourd'hui, on est assez vite à 30%, voire à 40%, donc on n'est pas forcément concerné. Alors effectivement, sur la partie des salaires, on n'est pas forcément concerné puisqu'on on soumet nos salaires au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En revanche, on a un certain nombre d'autres revenus et notamment les dividendes, et notamment les produits de cession de parts, qui, eux, sont soumis à un impôt qui n'est pas de 30%, la flat tax, mais qui est de 12,8%. Pourquoi? Parce que la flat tax de 30%, c'est 17,2% de CSG et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, ça revient à se dire que les contribuables qui ont des revenus supérieurs à 250 ou 500 devront payer 7,2% de plus d'impôts sur le revenu qu'ils ne payent aujourd'hui. On passe de 12,8 à 20%. Donc, il y aura un calcul de cette surtaxe qui s'appelle donc la contribution différentielle. Et le calcul consistera à calculer 20% d'impôt sur le revenu et comparer à l'impôt que vous auriez dû payer en l'absence de ce nouveau dispositif. Et donc, on paierait une contribution. Sachant que l'impôt à retenir, ce sera un impôt, l'impôt sur le revenu dit classique, la CEHR, et donc la contribution exceptionnelle sur les revenus, qui n'a aujourd'hui plus rien d'exceptionnel, puisqu'elle existe depuis un certain nombre d'années. Elle n'est pas temporaire non plus. Donc, on compare 20% de taxation par rapport à l'impôt plus la CEHR. La CEHR est une contribution sur les hauts revenus qui est de 3 ou 4% pour les contribuables qui ont un revenu supérieur à 250 000 euros. Alors, je pense que le législateur aurait pu simplifier un peu le calcul et augmenter le montant de la CEHR. Je pense qu'on aurait évité quelques difficultés d'interprétation de cette nouvelle contribution. En tout cas, ça, c'est mon avis. Pour connaître un peu les mécanismes, voilà.
C'est un nouvel impôt. Pour éviter que ce soit confiscatoire trop rapidement, il y a des effets de seuil qui vont être prévus avec des mesures de lissage et de décote pour les revenus qui seraient compris entre 250 000 et 330 000 pour un célibataire et entre 500 000 et 660 000 euros pour un couple. Pour éviter que quelqu'un qui ait un revenu à 251 000 euros se retrouve à payer énormément plus d'impôts pour 1 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, je le disais tout à l'heure, ce qui va être essentiellement impacté, ce sont les revenus qui sont soumis euh, à la flat tax, ou en tout cas à certains abattements aussi pour durée de détention. Donc, ce sera le cas des dividendes, ce sera le cas des intérêts de compte courant des associés, qui sont eux deux des revenus de capitaux mobiliers. D'accord? Et puis également les plus-values de cession des parts qui sont soumis en règle générale à flat tax ou au barème progressif, mais avec des abattements pour durée de détention. Donc, pour avoir fait quelques calculs, donc, on arriverait donc pour des personnes qui aujourd'hui étaient taxées à 30%, vont se retrouver à être taxées à 37,2. Donc, euh, voilà, donc la flat tax plus les 7,2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au lieu de 34% aujourd'hui, alors 33 ou 34, voire 30, suivant si vous étiez ou pas assujetti à la contribution sur les hauts revenus. Donc, c'est pas neutre, même si facialement on se dit je ne suis pas concerné, mais si cette mesure est pérenne ou pérennisée, il n'est pas improbable que beaucoup seront assujettis. Je précise que, et ça c'est la magie de ce que l'on appelle la petite rétroactivité fiscale, je précise que ces dispositions sont applicables dès 2025, sauf qu'en 2025, on calcule l'impôt 2024. Et donc, vos revenus 2024 seront soumis à cette nouvelle contribution, même parce qu'ils sont imposés en 2025. C'est la magie de la rétroactivité fiscale qui est interdite en théorie en France, sauf loi de finances rectificative, mais la petite rétroactivité permet comme ça de rendre disponibles des recettes fiscales sur des revenus antérieurs. Alors, il va y avoir, pour des produits de placement d'assurance vie, il va y avoir une petite tolérance. Euh, certains des revenus qui auront été soumis à un prélèvement libératoire, donc je pense notamment aux produits d'assurance vie, devraient pouvoir échapper pour 2024 à l'aide de la CDHR. Donc, le revenu à retenir pour savoir si ou non on est soumis à cette CDHR, donc ça n'est pas le revenu imposable, qu'on soit très très clair là-dessus, c'est le revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence, c'est ni plus ni moins que la somme des revenus, des plus-values que vous avez eus avant l'essentiel des abattements. Voilà. Alors, le législateur dit dans le projet de loi de finances, on n'a pas encore les textes qui le précisent, mais le législateur explique bien que ce revenu fiscal de référence, il sera légèrement précisé ou amendé, ou voilà, il va être corrigé ou ajusté. Euh, on accepterait de ne retenir les plus-values après abattement pour les articles 150 O des terres et O des quater. Alors, c'est quoi? C'est les abattements. Le TER, c'est pour les dirigeants, l'abattement de 500 000 euros pour les dirigeants partant à la retraite. Et le quater, c'est l'abattement renforcé. Voilà. C'est un peu technique, mais voilà, c'est notamment souvent les gens qui vendent des parts qu'ils détiennent depuis longtemps. On va le dire comme ça. On exclurait également les plus-values en report. C'est l'article 150 obter du Code général des impôts. Voilà, les plus-values en report sont des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'apport. Voilà, ce qui est une pratique assez courante en précession. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Dans le calcul du RFR, du revenu fiscal de référence, on ne tiendrait compte que de 25% des revenus dits exceptionnels. Alors, un revenu exceptionnel, c'est notamment une plus-value sur cession, qui serait réalisée une année particulière ou voilà, une plus-value sur une cession d'un bien ou de part sociale.
on retiendrait que 25% de ce revenu dit exceptionnel. Sachant que l'administration fiscale a, elle, défini de manière assez précise que c'était un revenu exceptionnel. Donc, un dividende exceptionnel n'est pas un revenu exceptionnel, en l'occurrence. Voilà, je le précise parce que je me suis posé la question et ça n'est pas ça n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, le Code général des impôts est assez clair sur le sujet. Voilà, donc voilà pour la CDHR. Je pense avoir fait à peu près le tour, ou en tout cas, je vous ai certainement décrit ce qui pouvait arriver sur la CDHR. Autre élément un peu impactant, ou en tout cas qui va modifier de manière, selon moi, assez sensible le marché du locatif en France. Alors, vous savez qu'on a eu beaucoup de polémiques sur le Airbnb et sur les dispositifs fiscaux avantageux, niche fiscale, des régimes de la location courte durée. Et donc, il y a quand même une réforme un peu en profondeur de ces régimes. Je fais une petite parenthèse pour vous indiquer que au sein du cabinet, nous avons un pôle immobilier qui est dirigé par un de nos collaborateurs très expérimenté sur ce sujet qui va vraisemblablement, parce que j'en ai parlé avec lui, animer spécifiquement sur le sujet des locations, j'allais dire meublées, non meublées, en tout cas du régime locatif, va certainement animer quelque chose d'ici la fin de l'année pour expliquer les changements majeurs et ils sont nombreux. Retenons deux éléments sur le sujet du LMNP. Donc les locations en meublé non professionnelles, par opposition aux locations nues, qui sont des revenus fonciers, et aux locations professionnelles, voilà, qui sont liées finalement à la nature des revenus ou la prépondérance des revenus locatifs. Le régime du LMNP est un régime qui était hyper avantageux parce qu'on pouvait bénéficier pour le calcul de son résultat imposable d'un amortissement du bien qui n'existe pas en revenu foncier. Et ça, c'était quelque chose que les contribuables retenaient pour pouvoir faire le choix sur le régime fiscal auquel on allait soumettre cette activité-là. Donc, cet amortissement qui était pratiqué était vraiment très pratique parce qu'il permettait de diminuer la base imposable de manière significative. Ce régime-là n'existe pas en revenu foncier. C'est la première chose. L'avantage du LMNP, c'est qu'on pouvait aussi bénéficier des dispositions d'abattement pour durée de détention des biens immobiliers, qui faisait qu'au bout de 22 ans, on était exonéré d'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, on était exonéré de CSG. Donc, on avait finalement un régime très hybride, mais hyper avantageux fiscalement. Bon, l'administration fiscale a souhaité, en tout cas dans le projet de loi, sonner la fin de la récré sur ce régime du LMNP. Et donc, il a été décidé pour caler ça avec notamment le régime du foncier et le régime du professionnel, de caler le calcul de la plus-value en réintégrant les amortissements déjà pratiqués. Voilà. Donc, c'est pas rien, en tout cas, pour les régimes à la sortie, c'est pas rien du tout. Alors, je n'ai pas les détails techniques et je pense que Cyril Lamotte, dont je parlais tout à l'heure, fera des choses beaucoup plus précises que ce que je viens de vous dire là. Également, le projet de loi de finances prévoit de porter l'abattement à 50%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les contribuables qui auraient choisi le régime du microfoncier. Vous savez, le microfoncier, c'est lorsqu'on ne dépasse pas 15 000 euros de revenus locatifs. On a la possibilité, plutôt que de faire une déclaration réelle, de faire une déclaration au forfait, un peu comme les auto-entrepreneurs dans les activités professionnelles. Une déclaration au forfait où on déduisait jusqu'à présent 30%. J'encaisse 10 000 euros de loyer par an, je suis imposé que sur 7 000. Ça, c'était le régime du micro-foncier. Il se trouve qu'en régime du micro-LMNP, l'abattement il était de 50%. Donc, le législateur a dit, c'est encore une fois quelque chose qui avantage le LMNP.
Donc, on va aligner les régimes et il a aligné, j'allais dire, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il permet de faire un abattement de 50%. Donc, si vous avez une partie de vos revenus qui sont soumis au régime du microfoncier, c'est plutôt une bonne chose, vous paierez un peu moins d'impôts cette année. Voilà, voilà sur cette partie. Je suis allé un peu vite. Relèvement dans la loi de finances, donc relèvement du taux de TVA sur les opérations liées au chauffage. Alors, en soi, ça pourrait paraître assez anodin, mais ça ne l'est pas. On pense à tout ce secteur du bâtiment qui fournit du chauffage et des installations utilisant des énergies fossiles, hein, et on en utilise encore beaucoup. Ne pourront plus bénéficier donc du taux réduit qui était soit de 5, soit de 10, d'accord, et seront dorénavant assujettis à un taux normal de 20%. Alors moi, j'attends avec impatience les décrets parce que c'est pas rien, hein. On n'a pas encore beaucoup de chaudières en solaire voilà, dans les ménages, donc je crains que ce soit quelque chose d'assez impactant sur les entreprises. En revanche, le texte précise que, évidemment, pour les travaux d'entretien sur des chaudières existantes, on pourra conserver le taux réduit applicable. Précision complémentaire sur l'abattement. Donc ça, c'est le 150 OD, euh, ODTER dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'abattement de 500 000 euros pour les dirigeants partant à la retraite, que ce soit entreprise individuelle ou cession de parts. Donc l'abattement qui devait se terminer le 31 décembre 2024 a été sauvé par les agriculteurs, figurez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup agi, eux, pour pouvoir continuer à bénéficier de cet abattement et même le porter à 600 000 euros pour les exploitants agricoles. Mais il reste quand même à 500 000 euros pour les dirigeants des autres activités. Et donc, on gagne 7 ans supplémentaires et ce n'est pas neutre comme abattement pour les dirigeants qui partent à la retraite. Donc, voilà sur la partie fiscalité. Donc, j'ai mélangé la partie fiscalité, impact pour les entreprises et impact pour les particuliers. Voilà. Et donc, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça fera peut-être quelques allers-retours avec la partie fiscale, vous verrez sur certains sujets. Donc, ce sont essentiellement des mesures techniques. On a une grande réforme là qui démarre pour celles et ceux d'entre vous qui embauchaient des salariés. On a une grande réforme des réductions de cotisations sociales, ce que l'on appelait communément les réductions Fillon, du nom de l'ancien ministre et Premier ministre. Et donc, il y a une grande réforme qui va s'étaler sur 2025 et 2026, qui va avoir vocation à simplifier, rassembler, réunir et créer ce que l'on va appeler demain une réduction générale dégressive qui sera applicable à des salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Donc, une étape intermédiaire en 2025 où on va réduire la part des... on va réduire le montant de la réduction Fillon, donc voilà, qui va passer... où les salaires retenus vont être diminués donc entre 2,2 et 3,2 du SMIC versus 2,5 et 3,5. Voilà, pour basculer à partir du 1er janvier 2026 sur une réduction, ce dont je vous parlais, une réduction générale dégressive pour l'ensemble des salaires dès lors qu'ils seront inférieurs à 3 SMIC. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et il faut savoir que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, je crois, son débat est arrivé à l'Assemblée. Alors, je ne sais plus si c'est hier ou si ça démarre que lundi. Donc, on a encore très peu de précisions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça n'était pas le cas et comme la PPV et la prime partage de valeur, pardon, la PPV a eu plutôt le vent en poupe. C'était l'ancienne prime Macron, a
eu plutôt le vent en poupe ces derniers temps, et on le verra, elle risque de l'avoir encore plus. Je crois que c'est sur le dernier slide de la présentation. Le PPV, enfin la prime partage de valeur, va être intégrée dans le calcul de la réduction finale. Donc, ce qui aura certainement vocation à diminuer le montant de la réduction finale. L'idée, puisque comme c'est une prime qui n'était pas soumise à cotisation sociale, ça pouvait assez vite faire l'objet d'une petite, un petit effet d'aubaine. Voilà. Donc, il faudra en tenir compte également. Euh, la déduction, euh, la déduction forfaitaire spécifique. Donc, la déduction forfaitaire spécifique, c'est une déduction pour le calcul des cotisations sociales. C'est une déduction qui s'applique à certaines corporations. Euh, et donc, aujourd'hui, pour le calcul de la réduction Fillon, alors je rappelle que le calcul de la réduction Fillon permet lorsqu'un salarié est payé au SMIC, de ne quasiment pas payer de cotisation sociale. Donc, ce n'est pas neutre, hein, la réduction FI. Et donc, comme on a quelques corporations qui ont des déductions forfaitaires spécifiques, finalement, eux bénéficient également, pas d'un doublement, mais en tout cas d'une majoration de la réduction Fillon. Et ça a été décidé d'être abrogé. Et donc, la réduction Fillon se calculerait, je dis bien se calculerait, avant prise en compte des déductions forfaitaires spécifiques. Autres mesures du PLFSS qui ne sont pas neutres. Alors, ça, c'est, selon moi, en tout cas, une vraie mauvaise nouvelle. Il y a une volonté, en tout cas, enfin, une volonté qui ne se traduit pas dans les faits. On nous a beaucoup parlé des bienfaits de l'apprentissage. Et je crois que dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Euh, Dans un premier temps, donc, les primes à l'apprentissage vont être réduites pour passer de 6 000 à 4 500 euros. C'était la prime qui était versée dans la première année. Et ça, c'est des choses qui ont été pas mal rabotées au fur et à mesure des années, parce que il me semble me rappeler que dans le passé, cette prime à l'apprentissage, elle était versée chaque année. Donc, finalement, elle a été versée que sur la première année, et ensuite, ou avant, je ne sais plus, mais elle avait été versée uniquement pour les apprentis de niveau inférieur à Bac+2. Voilà, donc ça a plutôt tendance à aller en décroissant. Je trouve que c'est plutôt dommage. Le deuxième élément sur le salaire des apprentis, c'est que jusqu'à présent, les salaires des apprentis en dessous de 79% du SMIC étaient exonérés de toute cotisation sociale. Et donc, ce taux serait ramené à 50%. Donc, là où les apprentis coûtent très peu aux entreprises en termes de cotisation sociale, petit à petit, il va falloir s'habituer à payer des cotisations sociales dessus. Voilà. C'est un effort collectif. Ça, c'est deux éléments sur l'apprentissage, deux éléments sur l'innovation. Et ce n'est pas neutre. Moi, je suis un petit peu surpris que finalement, ça ne fasse pas tant de bruit que ça, ou en tout cas, ça ne sort pas des secteurs d'initiés. Et on a des dispositifs. La France est alors je vais le dire comme ça, mais je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais c'est presque un paradis fiscal pour les entreprises qui sont des entreprises de l'innovation ou de la recherche, puisque traditionnellement, l'État français subventionne largement. Alors, on l'a par la BPI, on l'a eu à l'époque par l'ANVAR, et puis on a eu la création du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation, et puis le statut du jeune entreprise innovante. C'est des statuts qui permettaient à toutes ces startups de l'innovation de pouvoir fonctionner avec des coûts allégés, puisque par définition, lorsqu'on fait de la recherche ou de l'innovation, on dépense beaucoup d'argent au début et en espérant être en vie au bout de quelques années et pouvoir commercialiser ce que l'on a développé. Donc là, on avait donc un régime des gens d'entreprises innovantes qui était, je vais parler de celle-ci parce que c'était le socle initial qui était assez favorable pendant plusieurs années après la création de la société.
on bénéficiait d'un régime d'exonération assez fort sur les cotisations sociales. Là, dans le projet de loi de finances, il est prévu qu'à partir de 2025, ce sera uniquement les jeunes entreprises universitaires pour bénéficier de l'exonération sociale. Donc, fini les JEI, sachant que le statut JEI, jeune entreprise innovante, ouvrait droit à des exonérations de cotisations, aussi, sous certaines conditions, à des exonérations d'impôts sur les sociétés. Donc, ça n'est pas rien. Moi, j'attends de voir un peu ce qu'il est prévu là-dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé encore. Alors, peut-être que je suis passé à côté, mais euh, il se trouve que le crédit d'impôt innovation, c'est pas neutre, hein. Crédit d'impôt innovation, il a été créé pour les entreprises qui créent notamment des prototypes, qui sont pas forcément de la recherche fondamentale, mais qui créent notamment, voilà, qui innovent sur la base d'un état de l'art déjà existant. Crédit d'impôt, il était plafonné à 80 000 euros, puis il est passé à 100 000 euros. Donc, c'était pas rien pour les entreprises en question. Et donc, le crédit d'impôt innovation, qui avait été créé récemment, il avait une date de fin au 31 décembre 2024. Il se trouve que dans le projet de loi de finances, alors là, on n'est pas en PLF, mais on est en PLF, un projet de loi de finances, je ne vois pas d'article qui prévoit sa prorogation. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je ne connais pas l'impact. J'ai eu confirmation de ce que moi, je n'avais pas vu sur la revue un peu spécialisée sur la recherche. En tout cas, attendons les derniers débats à l'Assemblée nationale, mais ça nécessitera probablement de revenir dessus dans un second temps. Voilà, c'est pas neutre. Dernier point, je fais un rappel de textes qui ne figurent pas dans la loi de finances, ni projet de loi de finances, ni financement de la sécurité sociale, pour vous parler de mesures qui vont avoir un impact sur l'année 2025. Euh, alors, la TVS et le malus automobile, bah, j'en parle ici parce que finalement, ça n'est que la résultante de quelque chose qui a été voté il y a un certain nombre, voilà, au fur et à mesure des années. On a aujourd'hui, lorsqu'on est en entreprise, enfin en société plutôt, et qu'on achète un véhicule, on est soumis à une TVS bon, qui a changé de nom. Je ne me rappelle plus précisément, mais la composante de deux taxes qui vise enfin, dont la base de calcul, c'est le nombre de grammes de CO2 au kilomètre rejeté par le véhicule. Donc, plus votre véhicule est polluant, plus le montant de la taxe coûte. Et on est également soumis au malus. Mais comme tout le monde, en fait, le malus automobile, chacun le paye. Donc, il n'y a pas de réforme de la taxe sur les véhicules de société, puisque les barèmes de la taxe sur les véhicules de société ont été établis dans une précédente loi de finances jusqu'en 2027. J'ai fait un calcul en 2027, un véhicule qui fait plus de 160 grammes de CO2, enfin qui fait 160 grammes de CO2, paiera 10 000 euros de TVS par an. Donc ça commence à devenir pas neutre. Mais ça, c'est sans compter le malus à l'achat. Là, le malus à l'achat prend une véritable claque, que des véhicules qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément, excusez-moi, hop, n'étaient pas forcément fortement taxés, vont le devenir, puisque, en tout cas, d'après les textes que j'ai vus, donc un véhicule qui aura un taux d'émission de CO2 supérieur à 185 grammes de CO2 au kilomètre, le malus à l'achat atteindrait en 2027 90 000 euros. Bon, je m'imagine que ça doit être à peu près au moins le coût du véhicule. Alors, je ne sais pas quel impact ça va avoir sur la vente de véhicules neufs, ou en tout cas de grosses cylindrées, mais ça commence à être sacrément confiscatoire. Voilà. Et sinon, sur la TVS, on a une taxe au poids euh, qui se calculent et pour lesquels les hybrides non rechargeables étaient exclus et ils vont devenir assujettis. Bon, en tout cas, réflexion, ou en tout cas point d'attention si vous décidez d'acheter des véhicules de tourisme. L'addition peut devenir assez rapidement salée.
Voilà, pour cette partie-là, une petite réforme, alors je l'ai mis, mais vraiment, il n'y a pas d'impact. Une petite réforme du calcul des cotisations TNS pour les travailleurs non salariés. Donc, travailleurs non salariés, je le rappelle, c'est les gérants ou les co-gérants militaires notamment de SARL et URL, qui sont soumis au régime, ce qu'on appelait anciennement le RSI. Voilà. Donc, qui payent leurs cotisations de manière indépendante à l'URSSAF. Voilà, un régime un peu différent de celui des salariés. Donc, il y a une réforme de simplification ou de clarification du calcul des cotisations sociales qui n'aura pas d'impact, si ce n'est pour ceux qui ont fait, qui sont autorisés à faire les calculs, qui vous permettrait, sans modification du montant global de ce que l'on paye, qui vous permettrait de cotiser davantage à la retraite. Voilà. Je l'ai précisé, mais ça reste assez technique quand même malgré tout. Dernier point sur lequel moi je voulais revenir pour les entreprises, c'est donc la loi sur le partage de la valeur qui date de l'année dernière, je crois, peut-être de l'année d'avant, et une loi de partage de la valeur qui a été prévue et votée et qui prévoit pour les entreprises qui ont 11 salariés tout en étant moins de 50. Pourquoi moins de 50? Parce qu'à partir de 50, il y a des régimes qui sont obligatoires, notamment la participation, dont la formule de calcul est légale. Et pour les entreprises plus petites, donc entre les 11 et les 50, à titre expérimental, il est prévu, à titre expérimental jusqu'en 2028, ces entreprises-là, dès lors qu'elles remplissent un certain nombre d'autres conditions, on va les voir rapidement, vont se retrouver dans l'obligation en 2025 de prévoir un système de partage de la valeur pour les salariés, au bénéfice des salariés. Donc les entreprises concernées, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les entreprises qui ont au moins 11 salariés, évidemment moins de 50, d'accord, qui sont constituées sous forme de société, qui n'ont pas déjà mis en place un accord de partage de la valeur, donc soit un intéressement, soit une participation, soit une PPV, d'accord, et qui ont, alors pour éviter de pénaliser les entreprises qui vraiment ne gagnent pas d'argent, et qui ont pendant 3 années consécutives un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est vraiment pour autoriser ceux qui, notamment les petites entreprises ou les startups dans l'innovation, celle dont je parlais tout à l'heure, pour éviter qu'elles soient pénalisées. Voilà, donc c'est au moins les entreprises qui gagnent un peu d'argent. Donc ces entreprises-là devront mettre en place courant 2025 soit un dispositif de participation. La participation, c'est une formule légale, hein, soit un régime d'intéressement qui, à l'inverse de la participation, on détermine soi-même la formule de calcul de l'intéressement. Soit un système d'abondement sur un plan d'épargne, dans les PE notamment, avec abondement de l'employeur, soit le versement de la PPV pour celles qui ne l'auront pas déjà mis en place. Pourquoi j'en parle ici? C'est parce que à l'époque où ça a été voté, on en a un peu parlé. Depuis, on en parle assez peu. Chez Réci, on a fait notre service droit social a fait une communication assez récente sur le sujet. Et donc, pour rappeler, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas forcément conscientes. Alors, évidemment, il faudra choisir un de ces dispositifs. Je vous avoue que dans la plupart des cas, nous, on essaiera d'orienter nos clients vers le dernier dispositif, donc plutôt prime de partage de la valeur. Pourquoi prime de partage de la valeur? C'est parce que le prime de partage de la valeur, c'est assez souple à mettre en place, décision unilatérale de l'employeur. Et on n'est pas tenu par quelque chose dans lequel on s'enferme, comme ce serait le cas par exemple sur un régime d'intéressement où il faudrait déterminer une formule de calcul. Voilà. Donc plutôt ça, mais en tout cas, soyez vigilants pour ceux et celles d'entre vous qui seraient concernés à mettre en place quelque chose. Et alors la mise en place nécessite parfois un peu de formalisation, et je pense y compris le sujet de la PPV. Voilà sur la présentation que je voulais vous faire.
Donc, je vais rappeler que l'élément de contexte et le pari qu'on a fait chez Récis, c'était de communiquer très tôt sur le sujet de cette loi de finances, de manière à pouvoir vous sensibiliser sur ce qui va arriver, sachant que les points qui semblent aujourd'hui relativement impactants risquent d'avoir un effet rétroactif, hein. Je pense à la CDHR. euh, voilà, sur l'année. Donc, il y a finalement assez peu d'anticipation possible d'ici la fin de l'année sur les sujets. Peut-être qu'on verra à la fin de l'examen de la loi de finances ce qu'il en sera. Je vais regarder s'il y a ou pas des questions. Alors, soit j'ai été très clair, soit vous n'avez pas utilisé le chat pour poser vos questions. Je vais laisser quelques minutes. Si certains d'entre vous sont intéressés par le texte, alors pas le texte du projet de loi de finances, mais en tout cas les différents commentaires des revues professionnelles, je peux vous les faire parvenir. Le Francis Lefebvre, qui est une base de données assez sérieuse, a fourni un fascicule sur le projet de loi de finances. Pas sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais au moins sur le projet de loi de finances. Bon, c'est un peu technique, mais ça peut être intéressant. Alors, il y a des questions. Les véhicules électriques sont-ils impactés? Alors, des véhicules électriques, par définition, ne polluent pas, si on parle bien des 100% électriques. Donc, ils sont quand même très, très peu impactés par le dispositif. Alors, ce sera peut-être la taxe poids, sachant que la taxe sur le poids, à ma connaissance, elle va démarrer à partir d'une tonne 6, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça va être à la marge. Nous avons une question s'agissant des apprentis. Est-ce que les apprentis auront également des retenues salariales avec le nouveau PLF? Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, mais ça méritera d'être clarifié. Alors, il se trouve que mon terrain de jeu favori, c'est la fiscalité, un peu moins la partie cotisation sociale. Donc, je serais moins à l'aise à vous répondre. En tout cas, je pense que oui, il y a des cotisations. Éventuellement, ce qui concerne la rémunération des avocats. Euh, alors, je ne comprends pas très très bien cette question-là. Savoir s'il y a des choses dans la rémunération des avocats dans la loi de finances. Alors, si vous faites référence au régime des SEL, des sociétés d'exercice libéral, oui, mais ça, c'est un dispositif qui a été largement débattu tout au long de l'année 2024. Et j'ai pas estimé nécessaire de revenir dessus aujourd'hui, pour le coup, mais je ne sais pas si c'était l'objet de votre question. Voilà, il me reste 2 minutes avant la fin de la présentation. Oui, la question est la suivante. Concernant la CDHR, est-ce que les plus-values immobilières seraient concernées? Écoutez,
écoutez, oui. En tout cas, moi, les seules plus-values pour lesquelles j'ai vu des exceptions dans le calcul du RFR, euh, alors, quoique les plus-values immobilières, l'impôt est prélevé directement chez le notaire. Ah, je vous avoue que je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne un peu plus sur ce sujet-là. Mais moi, les seules exonérations que j'ai vues s'agissant du RFR, c'était certaines plus-values sur les cessions de droits.